Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, c'est sur la 90.3 iRadio. Tous les samedis, Oumou Kalsoumba décrypte avec un expert toutes les informations économiques nationales et internationales. Business Mag, c'est aussi des reportages, des dossiers, des portraits et bien sûr le round-up hebdomadaire de l'actualité économique et des hydrocarbures. Tout ce qu'il faut pour saisir les enjeux d'un monde qui bouge. Business Mag, c'est tous les samedis de 11h10 à midi. Rendez-vous est pris avec Oumou Kalsoumba dans votre émission Business Mag, le magazine économique de la 90.3 iRadio, ici et ailleurs. Serigne Mboup, directeur général Lassar, j'écoute Business Mag avec Oumou Kalsoumba sur iRadio. Serigne Momar Dieye, directeur de Halogène et président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. Donc j'écoute Business Mag avec Oumou Kalsoumba sur iRadio 90.3. Docteur Macoumba Diouf, directeur de l'horticulture, j'écoute Business Mag avec Oumou Kalsoumba sur iRadio. Tade Adjoumasek, je suis juriste spécialisé en gouvernance des ressources extractives. Je suis l'animateur de l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif, membre de la coalition Publiez ce que vous payez Sénégal. J'écoute Business Mag avec Oumou Kalsoumba sur la 90.3 iRadio. Guy Kouet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI, j'écoute Business Mag sur la 90.3 iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs, avec Oumou Kalsoumba. La transparence dans la gestion des ressources issues du pétrole et du gaz, la responsabilité de l'État du Sénégal, le Fonds souverain pour les générations futures est-il de nature à assurer une répartition efficiente des retombées du pétrole et du gaz? Pour décrypter tous ces points, Business Mag reçoit ce samedi de 11h10 à midi Demba Seydi, coordonnateur régional Afrique de l'Ouest francophone de la coalition Publiez ce que vous payez, juriste de formation spécialisé en relations internationales, chargé de programme régional des industries extractives à Oxfam de 2014 à 2017. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et toute l'actualité économique, c'est sur la 90.3 iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Business Mag, c'est avec Oumou Kalsoumba. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 iRadio. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique d'ici et d'ailleurs. La répartition des rentes pétrolières et gazières au Sénégal, enjeux et perspectives, notre thème du jour. Pour en parler, Business Mag reçoit Demba Seydi, coordonnateur régional Afrique de l'Ouest francophone de la coalition Publiez ce que vous payez. Vous êtes également juriste de formation spécialisé en relations internationales, chargé de programme régional des industries extractives à Oxfam de 2014 à 2017. Demba Seydi, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Plaisir partagé. Alors, pour bien démarrer, Mohamed Kondi nous a fait la présentation de la coalition Publiez ce que vous payez. Nous allons l'écouter. Lancée en 2002, Publiez ce que vous payez est une campagne pour rendre transparentes les sommes versées pour l'accès aux contrats pétroliers. Elle rejoint la campagne ITIE sur les industries extractives. Elle consiste à ce que les entreprises publient ce qu'elles versent aux États dont elles exploitent les ressources naturelles afin de mettre en valeur les détournements de fonds. Cette exigence de transparence la rapproche des principes du commerce équitable. L'ONG Publiez ce que vous payez est également un mouvement mondial œuvrant à ce que les revenus pétroliers, gaziers et miniers soient des moteurs du développement. Avec plus de 700 organisations membres et 50 coalitions nationales, sa force repose sur sa capacité à coordonner des actions à l'échelle nationale et mondiale pour maximiser son impact collectif afin que chacun puisse bénéficier de ses ressources naturelles aujourd'hui et demain. Avec plus de 50 adhérents dans le monde entier, dont le Sénégal, les membres de l'ONG partagent la même vision et la même mission et respectent un ensemble de grands principes, mais ils sont autonomes, autogérés et financés de manière indépendante. Depuis 2011, le Sénégal a accentué ses efforts dans la promotion de la transparence dans les industries extractives en matière de gouvernance des ressources minérales, l'adhésion à l'ITIE et la publication de ses rapports ainsi que la publication de certains contrats manifestent l'évolution des efforts en matière de gouvernance du secteur. Le Sénégal a été accepté comme pays candidat à l'ITIE en octobre 2013. Depuis lors, plusieurs rapports ont été produits, notamment ceux de 2013, 2014, 2015
2015 et 2016. Mohamed Kandji, merci infiniment. Demba, un commentaire? Je ne saurais dire mieux. C'est un excellent exposé du contexte et une excellente présentation de publier ce que vous payez. Tant mieux alors. Alors, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter par rapport à la gestion du pétrole et du gaz découvert au Sénégal? Je ne saurais le dire ainsi si nous considérons tous les efforts qui ont été faits par les acteurs aussi bien du côté du gouvernement du Sénégal que les autres acteurs de la société civile et autres. Nous n'avons pas normalement le droit de faire des erreurs compte tenu de toutes les expériences que nous pouvons tirer de ceux qui nous ont précédés dans l'exploitation des ressources naturelles, notamment en Afrique de l'Ouest. Presque tous les pays de cette région sont riches en ressources, particulièrement en pétrole et en gaz, et il y a eu des expériences aussi bien bonnes que mauvaises, donc nous pouvons en tirer beaucoup de leçons. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça en détail? Oui, bien sûr. D'abord, en matière de gouvernance, le Sénégal a des réalités, il l'a rappelé tout de suite dans la présentation. Ça, c'est un effort fondamental en matière de transparence qui permettrait au moins à tous les acteurs de pouvoir disposer des données factuelles qui décrivent un peu la situation. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, il y a un dispositif institutionnel qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal à travers d'abord le ministère Petrosen, Cospetrogaz et toutes les autres directions qui sont connexes à ce milieu-là. Ensuite, la société civile, depuis 2014 particulièrement, quand on a parlé pour la première fois de cette découverte au Sénégal, nous avons fait beaucoup d'efforts en termes de sensibilisation, mobilisation de nos membres dans toutes les régions du Sénégal, et particulièrement à Saint-Louis où nous avons créé une nouvelle coalition qui nous permet au moins de nous rapprocher des populations pour les préparer à bien comprendre. Donc si nous partons de ces postulats, nous pouvons considérer pour le moment que tout devrait aller bien. Tout en espérant aussi que toutes les propositions, recommandations qui ont été faites par l'ensemble des acteurs à l'endroit du gouvernement qui est censé exécuter puissent suivre aussi ces recommandations-là. Et enfin, avec la révision de la loi portant sur le pétrole et le gaz, constitue aussi un élément fondamental qui nous permet d'espérer. Vous militez pour la transparence dans la gestion des ressources extractives. Qu'attendez-vous des États africains, oui, et notamment de l'État du Sénégal par rapport à la gestion des ressources qui a créé quand même des conflits dans certains pays dans le continent? Oui, je dis que la jurisprudence fait que les populations, les citoyens ont souvent peur quand on parle de découverte de pétrole et de gaz parce que dans plusieurs pays, en Afrique particulièrement, ces ressources-là ont causé beaucoup de conflits et beaucoup d'autres externalités négatives au-delà même des conflits. Si on parle de ce postulat encore une fois, nous considérons que les États africains devraient faire beaucoup d'efforts, d'abord en termes de gouvernance. C'est là où se trouve le problème fondamental. Les citoyens ne sont pas suffisamment informés et sensibilisés de comment les États utilisent la rente pétrolière. C'est ce qui a fait soulever beaucoup de citoyens dans certains pays de l'Afrique et qui ont fini par des conflits ouverts. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, en matière de transparence aussi, généralement, les États recevaient beaucoup de rentes à travers l'exploitation des ressources, mais la distribution de cette rente-là constitue un réel problème à l'endroit des communautés qui étaient souvent les plus impactées. Si on prend le cas de quelques pays comme le Nigeria, particulièrement qui a une longue expérience d'exploitation, où aussi il y a eu beaucoup de conflits qui sont directement liés à l'exploitation des ressources naturelles. Donc aujourd'hui, l'équité dans la distribution des ressources constitue un premier élément fondamental sur lequel les gouvernements devraient mettre l'accent. En tant que lanceur d'alerte, quels sont les indicateurs qui vous permettent de dire que les ressources sont bien gérées ou pas? Parce que publier ce que vous payez est dans 700 pays, n'est-ce pas? Quels sont les indicateurs qui vous permettent de dire que telle ressource a été bien gérée ou pas? Vous basez sur quoi? Oui, alors nous avons un certain nombre d'indicateurs, tels que les indicateurs liés à la transparence d'abord. Si on parvient à retracer l'ensemble des flux financiers qui existent entre les compagnies et les États dans lesquels on opère à travers soit l'ITO ou à d'autres mécanismes tels que le gouvernement ouvert, donc ça constitue un premier indicateur qui nous permet de dire qu'ici, il y a une bonne gestion des ressources. Le deuxième élément sur lequel on peut se fonder, c'est que si les acteurs se parlent, se concertent, donc il y a l'espace civique qui est garanti, qui permet à tous les citoyens de savoir, d'avoir l'information aussi sur les ressources. Un troisième élément, c'est que si les ressources
la rente issue de ces ressources-là est bien redistribuée de sorte que cela puisse alléger les souffrances des populations, qu'une partie de cette rente-là retourne aux populations qui sont naturellement les plus impactées par cette... Et si cela augmente les emplois, si cela se répercute sur le PIB, si cela se répercute sur le budget de l'État, nous pouvons considérer que là, il y a une bonne gestion. Mais en la gouvernance constitue le premier élément, c'est le premier indicateur sur lequel nous pouvons nous baser pour dire que les ressources sont bien gérées. Est-ce que vous avez un accès facile aux informations venant du gouvernement? Pour l'ITE, je pense que c'est facile, ils ont un site, les rapports sont publiés. Mais concernant l'État, est-ce que vous avez des barrières? Alors, l'État et nous sommes tous entendus que les informations que nous allons partager vont passer par l'ITE. Donc, c'est un cadre multi-acteurs qui concerne et l'État, et les compagnies, et nous-mêmes, société civile. Donc, ce qui fait que, sur le principe, nous considérons qu'il n'y a pas un blocage en termes d'accès. Mais ça ne suffit pas. C'est que les contrats ne sont pas inscrits dans le cadre de l'ITE. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer qu'il y a un blocage en termes d'accès à l'information, ce qui est contraire aux lois, ce qui est contraire aux engagements même de nos États en matière de transparence. Le Sénégal a adhéré au Code de la transparence de l'UEMOA. Le Sénégal dispose lui-même d'une loi sur la transparence à l'accès à l'information. Mais malheureusement, quand on bute à des blocages par rapport à l'accès à certains contrats, cela constitue un réel problème. Ça ne veut pas dire que le Sénégal n'a pas publié certains contrats. Il y a un bon nombre de contrats qui sont déjà publiés, aussi bien à travers le site du gouvernement que le site de l'ITE. Mais jusqu'à présent, il y a un certain bon nombre d'éléments, d'informations liés à certains contrats auxquels nous n'avons pas forcément accès. Et que faudrait-il faire pour avoir accès à ces informations? Alors, nous continuons, c'est notre travail de tous les jours, de dire au gouvernement pourquoi d'abord tel contrat est publié et tel autre n'est pas publié. Ça, c'est un. Deuxième élément, cela permet de dissoudre toutes les velléités de contestation de la part des citoyens si on met en rang public toute cette information. Mais encore, à travers l'ITE, nous considérons que l'accès au contrat, la publication des contrats devrait être une norme inscrite dans les standards. Et pour la conférence mondiale de l'ITE qui se tiendra au mois de juin à Paris, nous y serons aussi pour dire à l'ensemble des gouvernements et aux compagnies qu'il faut publier les contrats. Les secteurs pétroliers en général en Afrique sont pour la plupart caractérisés par une gestion peu transparente. Ça, c'est un constat. Une forte corruption, une évasion fiscale et des mauvaises performances économiques. Et ce qui est paradoxal. Dites-moi, comment contrôler l'enrichissement de l'élite? Parce que quand on parle de corruption, il y a quelque part une élite qui s'enrichit parallèlement. Car le plus souvent, les bénéfices issus du pétrole et du gaz captés par cette dernière est souvent redistribués de façon clientéliste et obscure. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Le premier élément que je voudrais noter ici, d'abord, c'est la notion de conflit d'intérêts. Généralement, dans plusieurs pays, c'est les gouvernants eux-mêmes qui sont derrière ou bien qui sont actionnaires de façon invisible dans certaines compagnies. Ailleurs, les gouvernants perçoivent des montants très importants pour pouvoir donner les permis à telle ou telle autre compagnie. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui sont relatifs soit au conflit d'intérêts, soit à la corruption, qui sont derrière ce processus-là. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que généralement, certaines compagnies ne respectent même pas les procédures établies par les pays qui en disposent et malheureusement, cela constitue, ou bien on peut soupçonner des actes de corruption qui sont liés à cela. Il y a eu beaucoup de cas dans le monde que nous avons identifiés. Les flux financiers illicites aussi découlent naturellement de cela. Si la façon dont on vous a attribué le permis est problématique, naturellement, vous avez la voie ouverte pour beaucoup d'autres délits qui vous permettront de vous enrichir de façon illicite. Et la conséquence, c'est que effectivement, cette évasion fiscale, cet évitement fiscal, ce détournement de tous ces biens-là et la non-utilisation même des revenus de ces compagnies dans le pays d'où ils sont tirés constitue un réel problème. Dans d'autres pays, les modèles, c'est que la compagnie, si elle produit dans un pays donné, les recettes devraient être utilisées en partie dans ce pays-là. Donc, cela permet de créer une plus-value dans l'utilisation de ces recettes. À qui la faute? Comment rectifier tout cela? Alors, on ne peut pas attribuer la faute directement à
L'État, les gouvernants ont leur responsabilité. Ont leur responsabilité. Et vous aussi, vous êtes lanceur d'alerte. Oui, bien sûr. Ils ont la première responsabilité de garantir que les choses se déroulent très bien. Nous, notre responsabilité aussi, c'est de les obliger à respecter les normes et les règles. Comment? Si les normes et les règles ne sont pas assez claires sur ce point de vue-là, c'est d'amener le gouvernement à créer un cadre juridique et institutionnel qui permet de rendre la gouvernance assez démocratique. Déjà en 2014, si vous prenez le cas du Sénégal, nous avions demandé au gouvernement de réviser la loi sur le pétrole parce qu'on considérait qu'avec toutes ces découvertes dont on parlait, le cadre n'était pas adapté. Le code daté de 1998, nous avons été les premiers à alerter le gouvernement du Sénégal sur ces questions-là. Et même sur les cas de supposée corruption ou conflit d'intérêts, depuis le début, nous avons évoqué ces situations-là au Sénégal. L'accès à l'information, l'accès au contrat, nous avons été les précurseurs de cet effort de gouvernance-là et que le gouvernement du Sénégal a répondu favorablement en publiant certains contrats, bien sûr. Donc, notre travail quotidien de tous les jours, effectivement, c'est de rendre redevables ceux qui décident de la gouvernance de ce secteur-là. Mais quelque part, est-ce que les recommandations que vous faites sont toutes appliquées? Pas forcément. Il peut arriver que le contexte, parfois, ne permette pas à l'État visé de pouvoir répondre favorablement à certaines préoccupations. Je vous donne juste 2-3 exemples. Quand on révisait le code minier au Sénégal, nous avions exigé que parmi les 26 points de notre document de contribution, nous avions exigé que l'État du Sénégal inscrive clairement dans le code les questions liées à la propriété réelle, c'est-à-dire la publication des propriétaires de ces compagnies-là. En ce temps-là, l'État considérait qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir faire ce suivi-là, donc on ne perdait rien à attendre à ce que l'ITIE inscrive cela dans la norme et qu'on puisse ensemble définir les mécanismes qui nous permettront de garantir au moins à ces personnes qui seraient exposées leur sécurité et autres. Ça, c'est un élément. Et un autre élément que nous, on voulait inscrire dans le code minier, c'est les notions de conflit d'intérêts. Alors, on avait des problèmes pour définir jusqu'où les conflits d'intérêts pouvaient être situés. Donc, des mécanismes qu'on ne pouvait pas appliquer, l'État du Sénégal considérait qu'il ne fallait pas les mettre dans un code. Donc, c'est des éléments comme ça qui nous permettent de dire que ce n'est pas toutes nos recommandations qui sont inscrites. Parfois, c'est de façon délibérée que l'État dise « ça, je ne le mets pas dans la loi parce que ça me contraindra à le respecter ». Et parfois, c'est de façon purement à la limite irrationnelle. Est-ce que cela ne mettrait pas... Donc, quel est alors le sens de publier ce que vous payez si vous n'arrivez pas à... C'est vrai que vous êtes des lanceurs d'alerte, mais quand vous faites des recommandations et que l'État n'applique pas, quel est le sens alors de cette coalition alors? Alors, nous, comme tous les citoyens, nous avons cette force de dire à nos États, voici ce que vous devez faire, même si ce n'est pas... Mais vous devez aller plus loin. Le cas. Oui, bien sûr. Nous avons beaucoup d'autres mécanismes qui nous permettent de contraindre aux États de pouvoir faire cela. Nous partageons des cadres multi-acteurs avec ces États, par exemple. Il suffisait qu'un seul acteur de ces cadres-là se retire pour que ce cadre n'existe pas. Je vous donne l'exemple de l'ITIE, je vous donne l'exemple du partenariat pour un gouvernement ouvert. Ce sont des cadres multi-acteurs. Si aujourd'hui la société civile décide de dire « je ne suis plus partie de l'ITIE », cela signifie que l'ITIE n'existe plus au Sénégal. Donc, en une fraction de seconde, l'État du Sénégal, avec tous les efforts qui ont été consentis dans ce secteur-là, pourrait... Donc, vous avez des moyens de pression? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez pour les appliquer? Pour le moment, on n'est pas dans une situation conflictuelle avec l'État du Sénégal. Non, pas dans une situation conflictuelle. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous avez donné des recommandations à l'État du Sénégal qui n'ont pas été respectées. Qu'est-ce qui vous avait empêché de mettre ces moyens de pression? Quand nous avons 26 recommandations et qu'on applique 23, c'est un effort fondamental. C'est déjà bien pour vous? C'est pas bien, mais on considère que c'est un effort parce qu'on ne peut pas aussi tout avoir en une seule journée. Le reste, c'est des efforts continus que nous exerçons. Mais les 3 autres recommandations ne sont pas négligeables. Elles doivent être appliquées. Qu'est-ce que vous comptez faire? Par exemple, sur la notion de la propriété réelle, à partir de la conférence de Paris, elle sera maintenant intégrée comme une norme. Donc, ce qui fait que le Sénégal a déjà pris les dispositions institutionnelles pour pouvoir mettre ça en œuvre. Et on a créé un registre qui est confié au ministère de la Justice qui va le gérer, par exemple. Donc, c'est des efforts comme ça. Il y a des éléments qu'on peut
mettre dans la loi et les appliquer maintenant. D'autres, si vous ne pouvez pas les appliquer, inutile de les mettre dans un cadre normatif parce que l'application constitue un élément fondamental dans l'élaboration des lois. Au Sénégal, nous avons des corps de contrôle comme l'IGE, l'inspection générale d'État, ou encore l'OFNAC, l'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption. Est-ce que vous travaillez en synergie avec ces institutions puisque vous êtes limité? Oui, naturellement. Chaque fois de besoin, nous interpellons ces offices qui sont créés par l'État du Sénégal, qui peuvent, jusqu'à un certain niveau, garantir la transparence ou bien éviter certaines dérives dans la gouvernance des ressources naturelles. Je crois que de ce point de vue-là, aussi bien ces institutions que des institutions internationales d'ailleurs qui existent, qui luttent contre la corruption, contre les conflits d'intérêts et d'autres externalités négatives, nous collaborons naturellement avec ces gens-là pour nous compléter. Nous ne sommes pas dans une dynamique de conflit ou de combat contre nos États. Nous sommes plutôt dans une dynamique de contribution, de partage d'informations et de voir les meilleures pratiques. Parce qu'au bout du compte, c'est les citoyens qui comptent, c'est pour eux que nous travaillons. Nous allons parler du fonds souverain pour les générations futures. Est-il de nature à assurer une répartition des ressources issues du pétrole et du gaz? Mais avant de répondre à cette question, le président Macky Sall, à l'occasion de l'installation du COS-Petrogaz, avait abordé ce sujet. Nous allons l'écouter. Cette plateforme de gouvernance démocratique et inclusive devrait garantir une valorisation optimale des ressources pour le bien-être des générations actuelles et futures. C'est dire que je veillerai personnellement au respect des nouveaux droits économiques, sociaux et environnementaux des populations consacrées, je l'ai rappelé tantôt, par notre Constitution lors des dernières consultations référendaires. J'invite ainsi le gouvernement et toute l'administration à apporter leur concours au comité d'orientation stratégique pétrole-gaz qui doit s'inscrire dans une démarche pragmatique, concertée, axée sur la performance. Au demeurant, je demande au COS-Petrogaz de me soumettre un projet de loi portant sur une utilisation pertinente des revenus futurs, revenus pétroliers, en tenant compte de nos objectifs de développement et des principes de transparence et d'équité. Il s'agira dans ce projet de loi de planifier l'utilisation des ressources futures avec une clé de répartition entre ce qui ira au budget d'investissement et de fonctionnement de l'État et la part réservée aux générations futures et qui sera logée au Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS. Dans cette perspective, la gouvernance du FONSIS sera réorganisée et son conseil d'administration devra être modifié pour intégrer les représentants des dites institutions que je viens de citer, à savoir le Parlement, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, en plus des membres déjà désignés. Ensuite, le FONSIS devra faire chaque année devant l'Assemblée nationale le point sur la gestion des ressources mises à sa disposition et surtout sur les résultats attendus. À l'instant, le président Macky Sall, Demba. Oui, le seul hic ici est que le président a cité beaucoup d'acteurs sans citer les citoyens, la société civile dans ce lot d'acteurs qui devraient contribuer à la gouvernance de ce secteur. En matière de concertation, je considère que les citoyens devraient être consultés aussi pour donner leur avis sur la façon dont on devrait distribuer ces ressources-là. Il a présenté ce qu'il a dit, c'est trois parties. Il a partagé les fonds en trois parties. Une partie pour le budget de l'État en termes de fonctionnement, une partie pour les investissements et une partie pour le fonds de génération future. Et il n'y a pas de mécanisme standard dans le monde qui dise que ce triptyque-là est le meilleur. Il n'y en a pas. On peut décider, par exemple, de ne pas avoir un fonds pour les générations futures, mais d'investir dans un secteur qui permettrait à ces générations futures de pouvoir garantir un avenir meilleur, et ainsi de suite. Donc je crois que ce qu'il faudrait, c'est une large concertation, pas organiser tout simplement une cérémonie comme on l'a fait à Diamniadio et parler aux Sénégalais, mais c'est d'aller voir les différents acteurs comme on l'avait fait au moment de la révision des institutions, ainsi de suite, créer carrément une commission qui fera le tour du
Sénégal, aller discuter avec les Sénégalais. Et je crois qu'on pourrait s'entendre au moins sur un certain nombre de propositions qui seraient meilleures. Donc nous allons revenir sur la question. Est-ce que selon vous, le Fonds souverain pour les générations futures est de nature à assurer la répartition des ressources issues du pétrole et du gaz? J'ai un peu de réserve par rapport à ce fonds-là quand même. Pourquoi? On a vu des expériences dans d'autres pays. La Norvège, par exemple, un bel exemple. Oui, un bel exemple, oui. Avec un fonds souverain de plus de 1000 milliards de dollars, estimé à peut-être 5000 et quelques milliards de francs CFA. Oui, bien sûr. C'est un bel exemple positif. Oui. Mais on a tellement d'exemples négatifs aussi qui pourraient dire aujourd'hui qu'il ne faut pas créer ce fonds-là. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la création du fonds souverain, c'est ça? Je ne trouve pas que ce soit la meilleure option. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure option. Alors, je vais vous dire, si on crée ce fonds-là et que le Sénégal soit dans le besoin de trouver de l'argent demain pour une situation donnée, disons, inondation, alors l'État du Sénégal peut rapidement dire, écoutez, on a gardé de l'argent quelque part, on ne peut pas être dans une situation... La Norvège l'a fait. Oui. Quand il y a eu une instabilité des cours du pétrole, le cours du pétrole qui est très instable, la Norvège a puisé dans ses fonds. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous que ça peut être un bon exemple. Autant ça a réussi en Norvège, autant ça a échoué dans plusieurs autres pays où l'utilisation de ce fonds-là peut être décidée juste par une seule partie et de façon délibérée, sans parfois des justifications qui convainquent la population. Vous prenez le cas du Tchad, où le gouvernement a décidé d'investir tout cet argent-là dans l'armement. Est-ce que c'est ça qui va nourrir les populations? Non. Est-ce que c'est ça qui va nourrir les générations futures? Non. Et dans d'autres pays, on peut citer de nombreux exemples comme ça. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le Sénégal fait face à des problèmes tels que l'éducation, tels que la santé. Nous nous en plaignons tous les jours. On peut utiliser cette manne financière-là pour régler ces problèmes-là pour de bon. Et on en termine parce que aussi la santé et l'éducation constituent des actes de préparation de ces générations futures-là. On peut décider que cet argent-là va être investi aussi dans la création d'emplois. Le Sénégal fait face à un problème d'emploi aujourd'hui avec tous les diplômés qui traînent dans ce pays-là. Donc, voici plusieurs exemples qui nous permettraient aujourd'hui l'industrialisation de ce pays-là. On a beaucoup de ressources qui sont là, qui ne sont pas transformées ici. Aujourd'hui, la SAR a montré ses limites. On considère que le Sénégal a besoin d'une autre raffinerie. Ils ont fait les évaluations, les montants. On a annoncé la construction d'une autre raffinerie. Oui, mais sauf que le Sénégal n'a pas l'argent pour le faire. Le Sénégal n'a pas l'argent pour le faire. Donc, ce qui fait que, par exemple, on pourrait décider que cet argent-là va être investi dans l'industrialisation de ce pays-là, de sorte que l'argent puisse aussi produire une autre plus-value. Donc, je considère que prendre de l'argent, le mettre quelque part dans un compte, et à chaque année que le fonds 6 vienne devant l'Assemblée nationale, ça ne change absolument rien dans le quotidien des Sénégalais. Vous proposez en lieu et place quoi? J'ai fait tout de suite dans mon explication quelques esquisses qu'on pourrait explorer. Vous allez au Ghana aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre une partie de ses revenus pour les investir dans l'agriculture. Oui. Nous avions tenu cette campagne-là au Ghana et le gouvernement a répondu favorablement. On appelle ça Oil for Agric, l'argent du pétrole investi dans l'agriculture. Pourquoi pas au Sénégal, on le fera. Au Sénégal, on a beaucoup de terres non exploitées, des terres arables. L'agriculture peine à sortir de ces problèmes. On pourrait l'investir là-dedans. La pêche. Aujourd'hui, naturellement, cette activité-là va impacter sur l'activité de pêche au Sénégal. Pourquoi on ne devrait pas créer, avec cette dynamique de bassins qu'on peut créer sur le continent, qui pourrait permettre à ces pêcheurs-là de continuer leur activité, mais c'est juste de changer d'espace. Et créer des unités de transformation pour les femmes. Bien sûr, bien sûr. Une bonne partie devrait retourner aux femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes et les jeunes constituent les moteurs de ce développement-là, les grands acteurs. Vous allez dans la Casamance, il y a une production énorme de fruits, de légumes, et tout ça, on ne peut pas le transformer ici au Sénégal, on l'exporte plus, ça c'est des pertes. Donc je crois que tout cet argent-là devrait être investi. Moi, à la place de son don fonds pour les générations futures, j'aurais créé vraiment ces fonds-là qui permettent d'alimenter ces secteurs, de sorte que les générations futures soient bien préparées pour trouver de l'emploi. Je rappelle aux auditeurs que vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Demba Seydi, coordonnateur régional Afrique de l'Ouest francophone de la coalition Publiez ce que vous payez, notre invité. La répartition, nous allons en parler toujours, la répartition des ressources issues du pétrole et du gaz, la part des populations. Les populations sont
d'habitude hostiles à l'égard des compagnies. C'est ce qui a créé une certaine instabilité et des risques de conflit, une dégradation des indicateurs sociaux, une accentuation de la pauvreté. Encore un paradoxe parce qu'on a des ressources minières et extractives importantes. Dans ce cas, la responsabilité des compagnies pétrolières dans cette situation, dans un premier temps. Oui, chaque fois qu'on parle des compagnies, les populations sont frileuses. C'est compréhensible parce que les externalités, c'est pas l'État qui les cause en premier lieu, ce sont les compagnies qui les causent. En termes de dégradation de l'environnement, en termes de dégradation du sol, en termes d'occupation même des terres. C'est de vastes terres que ces compagnies-là occupent au détriment des populations. Nous, au Sénégal, nous sommes un pays agropastoral d'abord avant d'être un pays d'exploitation minière. Donc si on vous prive de tous vos moyens d'existence et de subsistance, déjà cela constitue le premier élément conflictuel entre les compagnies et les populations. Surtout que les compagnies qui sont là pour faire du business, donc, et du business fondamentalement, ils ne sont pas susceptibles de se préoccuper généralement des externalités que vivent les populations. Donc ça, c'est fondamental. D'où l'intérêt pour nos États de pouvoir créer un dispositif normatif qui permette au moins de garantir le respect des droits des populations qui sont impactées dans ces cas de figure. Mais il y a la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, qui contribue à l'équité, à la stabilité du climat socio-économique. Est-ce que Oui, à un degré très moindre quand même. Ce qu'on appelle RSE au Sénégal, c'est que quand une compagnie paye 2 billets pour la Mecque, organise, quand il y a un daïra qui veut organiser son chant dans une localité donnée, on met de l'argent. Je crois que c'est pas ça qu'on appelle RSE. Il n'y a que ça que les compagnies majeures font. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais généralement, ces efforts ne correspondent pas aux besoins réels qui pourraient aider ces populations-là à sortir de leur pauvreté. Il y a certains qui commencent à faire des efforts, bien sûr. On a beaucoup plaidé à l'endroit de certaines compagnies, je ne vais pas les citer, de sorte qu'elles puissent changer leur approche. Mais tout ça, c'est bien. Mais je crois que entre ce qui est surrogatoire et obligatoire, si on respecte d'abord l'obligatoire, on peut se passer de ce qui est surrogatoire de ce point de vue-là. Ce qui me fait dire qu'il y a un certain nombre d'obligations qui incombent ces sociétés-là. Je crois que si elles les respectent, on n'aura plus besoin de... Est-ce que l'État a les prérogatives et les moyens de contraindre ces compagnies à... Bien sûr. Voilà. C'est l'État qui donne le permis. Il y a un dispositif normatif qui encadre toutes les activités de ces compagnies-là. Maintenant, ce qui pose problème, c'est le suivi. L'État ne met pas les moyens nécessaires pour pouvoir faire un suivi des obligations de ces compagnies-là. Je vous donne un exemple pour les compagnies minières. Les compagnies minières ont l'obligation de réhabiliter le sol automatiquement après avoir exploité à travers un fonds de réhabilitation qui est créé. Ce fonds n'est toujours pas opérationnel. Les compagnies n'ont toujours pas versé de l'argent dans ce fonds-là pour des considérations qu'elles ont mises sur la table. Alors, là, c'est un problème de l'État. Ensuite, c'est la question de l'environnement. Les compagnies minières aujourd'hui sont en train de créer une pollution qu'on ne peut plus décrire dans beaucoup de localités du Sénégal. Si vous prenez dans la zone de Thiès, Matam et Kédougou, mais il y a des normes et des règlements qui permettent au moins d'encadrer toutes ces activités-là. Pourquoi l'État du Sénégal ne les utilise pas, ne les met pas sur la table, ne les met pas en œuvre pour pouvoir au moins réduire toutes ces externalités-là? Donc c'est un ensemble de situations comme ça qui se posent et que les États devraient aider au moins à résoudre pour de bon. Et vous, la responsabilité de la coalition publique, ce que vous payez dans tout ça là, quel est le combat que vous menez pour changer la donne? Alors, nous interpellons tous les jours les compagnies, nous interpellons les populations qui sont victimes, nous interpellons l'État. Nous allons sur le terrain, nous faisons des visites de terrain, nous faisons des prélèvements, nous faisons des analyses, nous faisons des rapports. C'est ça qui est de notre responsabilité. Maintenant, quand il arrive d'appliquer la loi, ce n'est pas nous qui appliquons la loi, c'est l'État. Donc c'est l'État qui a cette force de pouvoir contraindre ces compagnies-là de pouvoir respecter. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est peut-être de les dénoncer, c'est de les vilipender, c'est d'exposer ces externalités à l'ensemble des populations sénégalaises. On le fait tous les jours. Maintenant, appartient à l'État au moins de prendre des mesures plus radicales que nos mesures. Nous allons nous arrêter un peu aussi sur le secteur privé, que l'on accuse souvent d'avoir des relations privilégiées avec les compagnies pétrolières, complicité, domination des compagnies
surtout les majors qui entraînent la faiblesse du secteur privé hors pétrole et parallèlement le secteur informel qui se développe. C'est vrai que notre tissu économique au Sénégal est constitué de 90% du secteur informel, mais il est temps aussi quand même de formaliser les choses. Oui, bien sûr. Ce serait bien de formaliser les efforts de tous ceux qui sont dans cet informel-là. Et je crois que ils sont en négociation avec l'État du Sénégal pour créer un cadre qui leur permettrait d'améliorer leur activité. Mais toujours est-il que si vous partez d'une analyse comparative, les secteurs privés nationaux restent encore très faibles par rapport à ces compagnies internationales-là. Ce qui fait que là où on pourrait gagner plus en termes d'approvisionnement local, jusque-là, notre privé local ne parvient pas à répondre aux exigences des grandes compagnies. J'avoue que nous avons fait récemment une étude qui nous permet de dire que si les compagnies internationales s'approvisionnaient au niveau local, on aurait pu se passer même des taxes et des impôts. C'est-à-dire que ces exonérations qu'on leur accorde, on pourrait être d'accord sur ce principe-là si et seulement si l'approvisionnement local était effectif. On a un projet qui s'appelle Local Procurement Mechanism. Donc, ça là permettrait au moins à toutes les entreprises locales de pouvoir bénéficier des marchés de ces grandes compagnies. Il y a la loi aussi sur le contenu local. Oui, bien sûr. Il y a la loi sur le contenu local qui n'a pas été participative ni inclusive. Ah bon? Ah oui. Ça reste un problème fondamental entre l'État du Sénégal et nos autres acteurs. C'est eux qui, dans un bureau, se sont réunis pour élaborer un document qu'ils appellent loi sur le contenu local. Vous voulez dire que le secteur privé et vous, les lanceurs d'alerte, la société civile n'a pas été impliquée, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Si vous faites une loi sur le contenu local, je ne sais pas, c'est l'État du Sénégal qui a commandé cette loi, mais qui l'a faite? C'est le COS-Petrogaz qui a proposé un draft. Je ne vois pas comment aujourd'hui, les Sénégalais ont contribué à cela et que cela réponde aux préoccupations des Sénégalais. Si vous décidez en faveur des Sénégalais sans les Sénégalais, moi je trouve que c'est contre les Sénégalais. Ça, c'est un problème fondamental. C'est sûr que vous êtes penché sur le local content. Est-ce que vous pensez qu'il est favorable au secteur privé sénégalais? Favorable, je crois qu'il y a un préalable qu'il fallait régler d'abord. Lequel? C'est de préparer notre secteur privé à pouvoir répondre aux exigences de ces compagnies-là. Ça, c'est une deuxième chose. C'est d'obliger aussi ces compagnies-là à pouvoir s'approvisionner dans ces pays. Parce qu'il y a dans beaucoup d'autres pays dans le monde, on oblige toute entreprise étrangère à s'approvisionner au niveau local. Mais les compagnies font de sorte qu'aujourd'hui, elles peuvent éviter tout cet approvisionnement-là en mettant des standards auxquels personne ne peut répondre. Est-ce que c'est possible de rectifier le tir? Mais bien sûr. C'est pas encore trop tard. C'est une volonté politique. Une loi, c'est les hommes qui la font. Donc je crois que d'abord, ce que j'ai envie de dire aussi sur les questions de loi au Sénégal, il ne suffit pas tout simplement de préparer un document, aller le faire adopter à l'Assemblée nationale. La loi n'est bonne que quand elle reflète le consensus des Sénégalais. Je ne dis pas à l'unanimité, mais au moins les acteurs peuvent s'entendre sur un certain nombre d'éléments qui devraient être consignés. Et c'est ça qui doit être appelé loi, et non pas un document qui est écrit par un petit nombre de... je n'ai rien contre ces fonctionnaires sénégalais qui l'ont fait, mais j'avoue que ce n'est pas inclusif, ce n'est pas participatif. Voilà, c'est votre avis. Est-ce qu'on peut parler au Sénégal d'une domination des compagnies pétrolières? Parce que dans certains pays, par exemple, on sait que les compagnies pétrolières font de gros investissements, mais contrairement peut-être en Afrique, au Moyen-Orient, où ça fait des décennies que ces pays exploitent eux-mêmes leurs ressources. Mais est-ce qu'ici, pour le cas du Sénégal, on peut parler d'une domination des compagnies? Je ne peux pas l'appeler domination, sauf que nos États n'ont pas les moyens d'exploiter eux-mêmes. Ça aussi, il faut l'avouer. Mais il faut avouer aussi que les coûts sont exorbitants. Oui, c'est des centaines de milliards. Oui, c'est des centaines de milliards. Nos États n'ont pas les moyens d'attendre des dizaines d'années en termes d'exploration. C'est beaucoup risqué. C'est un manque, c'est une perte? Pas perte. Excusez-moi de vous couper la parole. Dans certains pays qui ont des ressources, des réserves importantes, parfois, au lieu d'exploiter, ils garantissent certains blocs. Oui, bien sûr. C'est une bonne pratique. Ça peut être une bonne pratique. Est-ce que nous, on peut... Maintenant, le risque, c'est quoi? C'est que demain, on peut se réveiller et qu'on dise que le pétrole ne vaut rien dans le marché. Oui, parce que c'est une ressource instable. Volatile. Voilà.
on peut se réveiller, on nous dit maintenant on n'utilise plus le pétrole comme énergie, on va prendre le soleil, donc vous perdez votre pétrole. C'est bien d'exploiter. Maintenant, c'est de garantir une bonne gestion des recettes qui sont issues de ce secteur-là. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est de voir comment nos États pourraient maximiser au moins le gain dans leur profit, dans l'exploitation, dans le deal en réalité. C'est en cela qu'il est important de rendre participatifs tous les processus, aussi bien d'attribution des permis, de décision, d'élaboration des lois. Vous pourrez trouver dans certains Sénégalais qui sont dans ce pays-là, qui vous donnent de bonnes formules de pouvoir bien gérer ce secteur-là. Vous n'êtes pas obligé de les prendre au bout du compte, mais au moins garantissez aux Sénégalais cette participation dans la prise de décision. L'obligation de la transparence pèse sur l'État, c'est vrai, c'est une réalité, mais elle devrait aussi peser sur les compagnies étrangères. Naturellement. Naturellement. Les compagnies ont cette obligation-là, sauf si les États les protègent. Les compagnies ne sont pas transparentes dans les pays où les États ne leur donnent pas cette possibilité d'être transparent. Mais au Sénégal, l'État ne protège pas les compagnies. Pour les cas qui les intéressent, il les protège. Il y a d'autres cas? Oui, bien sûr. Je ne les citerai pas, malheureusement. Non, je ne veux pas être dans une dynamique de citer. Mais je suis convaincu qu'il y a des compagnies qui n'ont toujours pas publié le contrat. Vous prenez le cas Total. Personne n'a vu le contrat de Total. On a vu le décret qui a attribué à Total un permis, mais on n'a pas vu le contrat de Total, encore une fois. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, ce mémorandum que le Sénégal a signé avec la Mauritanie, personne ne l'a vu. Et qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps-là, vous? Mais on a demandé à l'État, on a écrit au Premier ministre, on a écrit au Président de la République, on a écrit à toutes les institutions susceptibles de pouvoir nous fournir ces documents-là et ces informations-là. Jusque-là, on bute à des blocages. C'est pas une raison pour baisser les bras. On ne baisse pas les bras. C'est aujourd'hui que nous sommes encore devenus plus engagés. Qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, bien sûr. Déjà, quand nous irons à Paris avec le gouvernement du Sénégal, bien sûr, en juin, naturellement, on va demander à ce que, comme l'ITIE va mettre l'obligation de publier les contrats dans la norme, maintenant, je crois qu'on a l'espoir de voir au moins ces contrats qui restent encore non publiés. Comment peut-on comprendre en Afrique que nos pays détiennent des réserves importantes de pétrole et de gaz et des ressources minières et extractives et que toujours la précarité et la pauvreté règnent sur le continent? C'est incompréhensible. C'est ce que certains ont appelé malédiction des ressources. D'autres ont appelé ça paradoxe de l'abondance. C'est incompréhensible et inacceptable d'ailleurs à l'heure actuelle. C'est pour cela que nous continuons de nous battre et nous considérons qu'effectivement ces ressources devraient bénéficier à toutes les populations. Sauf s'il y a une bonne gestion de ces ressources-là, une gestion transparente surtout, et une gestion concertée, inclusive de ces ressources-là. C'est la meilleure manière de pouvoir garantir aux populations un bien-être meilleur. Vous prenez ce que les compagnies investissent rien que pour exploiter ces ressources-là, c'est parfois égal à budget de l'État du Sénégal. Donc, pourquoi les mêmes ressources exploitées et tirées de profits ne devraient pas bénéficier aux populations? Ça reste un problème. Jusque-là, dans plusieurs pays, c'est un petit groupe, une élite qui prenait la liberté s'accaparer de ces revenus-là, malheureusement. Et c'est ça qui a causé les conflits, d'ailleurs. Mais on espère bien que pour le cas du Sénégal, on n'en arrivera pas. En tout cas, on n'a pas le droit d'arriver à cette situation. C'est tout le mal qu'on souhaite, en tout cas, à notre pays. Avant de passer au quiz, parce qu'il nous reste peu de temps, la loi sur le contenu local, on va en parler juste un peu. On entend certains experts dire que cette loi n'est pas applicable. Est-ce que vous êtes en phase avec eux? On en a parlé tout à l'heure. Oui, en phase parce que, sur certains points bien sûr, en phase parce que si on ne prépare pas le privé national suffisamment à pouvoir réceptionner ces marchés, ça c'est une deuxième chose. Si vous voulez obliger une compagnie à employer au Sénégal 90% de son personnel et que ce personnel-là ne soit pas suffisamment formé, cela aussi fait que naturellement la loi ne peut pas être appliquée parce que le contenu local n'est rien d'autre qu'un mécanisme de maximisation du profit, aussi bien en termes d'emploi, en termes d'approvisionnement, en termes de fourniture de biens et services, et ainsi de suite. Donc si nous ne sommes pas suffisamment préparés pour accueillir, pour capter ces marchés-là, naturellement la loi ne serait pas utile. Mais le secteur privé national devait anticiper. Quand le secteur privé a su que le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz, il devait s'y mettre. Je vais vous dire, l'entrepreneuriat au Sénégal... L'État ne peut pas tout faire quand même. Oui, je suis d'accord. Mais je vais vous dire encore une fois que l'entrepreneuriat au Sénégal est aussi risqué
que l'exploration pétrolière. Pourquoi vous dites ça? Il y a beaucoup de contingences, il y a beaucoup de considérations. Mais il y a des jeunes très dynamiques quand même, parallèlement, qui réussissent. Oui. Vraiment, nous avons de bons entrepreneurs. Oui, mais dans certains pays quand même, l'État constitue le premier élément de financement de l'entrepreneuriat local. Oui, l'ADER, c'est... malheureusement, moi, je ne crois pas en entrepreneuriat rapide. Ça, c'est mon opinion mais on a vu des startups qui sont là, qui ont commencé, qui ont été lancées. L'ADER donne des montants très limités par rapport à ce que l'on recherche. Mais l'État du Sénégal envisage de porter le budget à 100 milliards. Oui, donner 100 milliards le budget, cela ne signifie pas que individuellement, les PME vont bénéficier des montants encore qui leur permettent de capter certains marchés. Ça reste un problème. Si aujourd'hui, en termes de logistique, par exemple, je donne juste un exemple, il y a une compagnie qui s'appelle Woodside qui est dans le Sangomar. Si vous devez leur fournir en termes de logistique un hélicoptère qui doit faire tous les jours le niveau de le lieu d'exploitation et l'aéroport, je n'ai pas vu un Sénégalais qui a les moyens d'investir sur ça. Par contre, l'État du Sénégal pourrait accompagner un certain nombre de business modèles qui sont là et qui pourraient s'investir dans ce milieu-là. Oui, c'est une bonne proposition, mais il faut qu'on reconnaisse aussi que l'État du Sénégal ne peut pas tout faire aussi. Oui, alors, c'est pour cela qu'il est important d'élargir la concertation. Il y a des mécanismes qu'on pouvait utiliser. Lesquels? Par exemple, dans le secteur minier, on a ce qu'on appelle le fonds d'appui et de péréquation, on a ce qu'on appelle le fonds d'appui au développement local. Ces fonds-là qui ne parviennent pas à être opérationnels parce qu'il y a un problème de clé de répartition. On pouvait dire, écoutez, ces fonds-là, maintenant, on va les réinvestir dans la DER, par exemple, pour pouvoir permettre au privé national de s'investir et de capter les marchés qui sont là. Mais on a des incubateurs maintenant qui se lancent dans le pétrole. Oui, malheureusement. Oui, timidement, d'accord, mais avec le temps... Oui, moi je crois que si le Sénégal veut maximiser... optimistes. Oui, je suis optimiste. Mais je crois que si le Sénégal veut maximiser la mobilisation des ressources connexes à l'activité pétrolière, le gouvernement a l'obligation d'accompagner au moins certains qui ont tracé la voie pour pouvoir s'imposer dans ce milieu-là. Voilà, nous en arrivons au quiz. Oui, j'espère que les questions non. Enfin, comprenez d'abord que c'est un exercice ludique et instructif en même temps. Tout à fait. Donc voilà, ce seront des questions relatives à votre domaine de prédilection. D'accord. Le Ramadan compte combien de jours, par exemple? Des choses comme ça. Oui, d'accord, parfait. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Voilà, classement ITE en Afrique, le Sénégal occupe la première place. Bonne question. 4e au niveau mondial. Super, un point. Classement, oui, vous avez déjà répondu une en deux. Voilà. Le président de l'ITE, le président ou présidente de l'ITE Sénégal. Oui, de l'ITE Sénégal. Actuellement, c'est Mme Eva Marie Kolsek. Elle remplace qui à ce poste? Mankeur Ndiaye, qui est actuellement à l'ONU, qui est comme représentant au niveau de la RCA. Voilà, parfait. Quelle compagnie internationale est majeure dans l'exploitation du gaz au Sénégal? Pour le moment, c'est Cosmos. C'est Cosmos ou BP? Oui, BP. Ah, je vous ai eu. Oui, moins un. Donc, le quiz est fini et malheureusement, vous avez bien démarré, mais vous avez mal fini. Oui, parce que BP est très timide quand même dans la communication au Sénégal. Oui, mais c'est la compagnie. Oui, ils ont racheté beaucoup de parts, Ils ont racheté beaucoup de parts qui leur ont permis de... Oui. Mais quand même, c'est un plaisir de venir à cette émission avant que vous ne repreniez la parole pour finaliser. Ensuite, c'est une occasion pour moi de vous adresser les meilleurs vœux en ce mois béni de Ramadan. Merci beaucoup. Mais enfin, je disais tout à l'heure que l'entrepreneuriat reste le secteur le plus risqué au Sénégal, comme l'exploitation pétrolière. Et je considère que ceux qui ont entrepris de créer e-radio, ITV aujourd'hui... Et emedia.sn. Exactement, sont vraiment des personnes à accompagner. Je crois que l'État du Sénégal, c'est des gens d'initiatives comme ça qui vont accompagner. Il ne faut pas jeter l'argent par la fenêtre, donner à des gens qui n'ont aucune expérience. Si vous renforcez ceux qui existent déjà, ils peuvent tirer les autres qui sont en train de traîner. Merci Demba Seydi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur régional Afrique de l'Ouest francophone de la coalition Publiez ce que vous payez. Vous êtes également juriste de formation spécialisé en relations internationales, chargé de programme régional des industries extractives à Oxfam de 2014 à 2017. Merci d'avoir accepté mon invitation. Revenez quand vous voulez. C'est moi qui vous remercie et ce sera un plaisir. La technique a été assurée par Biram Sissé, à la réalisation Awa Diop. Dans un instant, la grande édition de Midi de e-radio, le Midi Kang. Merci. Merci.